Débriefing du Grand Prix du Canada sur F1i TV, mon cher Ziv, un Grand Prix auquel tu as assisté sur place, et puis on a quand même vécu une course, certes dominée par Sébastien Vettel, mais avec beaucoup d'événements, beaucoup d'incidents et beaucoup d'enseignements à en tirer finalement. Oui, tout à fait. Hein. Là, j'atterris. Hein. J'arrive de l'aéroport directement à F1i TV pour vous expliquer ce que j'ai vu. Et effectivement, Vettel a dominé. Hein. Il était dominateur, c'était incroyable. Et bon, il était tout à fait inattaquable ce week-end. Hein, Pierre. Je suis pas sûr de ça, figure-toi, parce que, alors oui, la pole, ça c'est une belle pole, mais quand on regarde bien les secteurs, Hamilton était 6 ou 7 dixièmes plus vite, et il aurait pu, logiquement, il aurait dû faire la pole, et puis c'est vraiment parce qu'il loupe le dernier secteur qu'il n'y parvient pas. Et si Hamilton était parti devant, on avait aussi une course un peu différente, parce que là, Vettel a vraiment bénéficié du fait qu'il est parti, et que derrière, ça bouchonnait à cause des Mercedes qui roulaient sur des œufs pour ne pas flinguer leurs pneus arrière. Weber qui était un peu moins vite. Fernando qui partait de loin, donc qui a mis du temps à revenir. Un Bottas dans les premiers tours, etc. Donc du coup, le temps que Fernando arrive, pas deuxième parce qu'il fallait encore passer Hamilton, mais je veux dire, l'autre, il était 10 ou 15 secondes devant assez vite. Je pense que si la course s'était déroulée un peu autrement, la domination n'aurait pas été à ce point insolente. Comme quoi, il faut faire la pole, et Vettel l'a faite, et après, il est parti. Il est parti, et effectivement, il y a ceux qui bouchaient derrière et tout ça, mais en fin de course même, hein, donc Vettel, il a toujours l'habitude de faire le meilleur temps, il avait envie de faire le record du tour, et son ingénieur Rocky lui a dit, écoute, rappelle-toi Senna 88 à Monaco, ne fais pas le con, ramène la victoire, et ça veut dire qu'il en avait sous le pied. Alors on raconte que Vettel a répondu, oui, tu as raison, I was joking, hein, soi-disant, mon œil. Il fait donc les deux secteurs meilleur tour, et dans le dernier secteur du dernier tour, c'est juste parce qu'il est gêné par une Caterham dans le trafic qu'il ne le fait pas, sinon évidemment qu'il fait le record du tour, évidemment. Weber l'a fait dans le tour d'avant, il ne va pas laisser Weber le record du tour. C'est vrai. Et aux essais, déjà, on sentait, hein, au-delà du fait que c'est vrai que les conditions n'étaient pas parfaites, et que Bottas a fait un splendide tour, et qu'il se révèle être vraiment un très très bon pilote, mais ça on le sentait depuis le début de la saison, parce que tu sais, il fait jeu égal avec Maldonado, c'est pas mal, et puis il domine de temps en temps. Et puis franchement, un rookie, parce que lui c'est un vrai rookie à Montréal, il n'a pas roulé l'an dernier, le vendredi, parce que c'est un circuit tellement compliqué qu'on évite généralement de faire rouler les pilotes du vendredi sur ce circuit-là. Et donc il débute, il découvre Montréal dans des conditions épouvantables, parce que franchement, hein, il y a eu 15 tours sur le sec avant la course. Et voilà, il a tiré la quintessence de l'opportunité qui se présentait en qualif, parce qu'en course, on a vu, la Williams, c'était à 3 secondes de tour, pas de miracle. Oui, c'est vrai qu'il a fait le pari de faire des réglages full pluie. Mais il faut encore savoir les utiliser, ces réglages, et il les a très bien utilisés. Ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà de ses performances, on a senti tout le week-end que Vettel était super à l'aise et qu'Alonso était super à l'aise. Et que même au moment où Alonso s'est pas super bien qualifié, on était assez confiant qu'il remonte dans la hiérarchie. Maintenant, c'est vrai qu'il a perdu du temps dans les dépassements, mais Alonso, bon, on sait que c'est un pitbull qui ne lâche rien, et là, il nous a pas déçus parce que il a fait une magnifique course remontée qui avait le goût d'une victoire, a-t-il dit. Hein. Oui, même si je pense quand même que ça ne doit pas lui plaire que Vettel gagne, parce que voilà, l'écart se creuse au championnat. Hein. Je crois qu'on est à 36 points d'écart maintenant. Alors on est au tiers de la saison, hein, pas de panique. Mais chez Ferrari, il y a un vrai problème, c'est la qualif. Hein, ça fait 2 ans et demi que Fernando n'a pas fait la pole sur le sec. Donc c'est quand même pas normal. Donc vraiment, ils doivent travailler ça. Alors ils le savent mieux que nous, et ils bossent. Mais en attendant, partir 3e ligne, on voit que ça coûte cher, quoi. Surtout quand on a un Vettel dominateur, on a une Red Bull qui exploite bien les pneus dans ces conditions-là sur ce type de circuit. Maintenant, Vettel, on parle de son record du tour, ou le petit jeu de faire le meilleur tour au dernier tour. Moi, je trouve quand même qu'il y a une petite prise de risque inutile. Et on a quand même vu Vettel 2 fois frôler la correctionnelle, hein, parce qu'il a quand même été dans le mur de la deuxième chicane, et puis il s'est quand même viré au premier virage. Heureusement qu'il y a une échappatoire et que c'est du gazon et que c'est un virage en deuxième, parce que sinon, c'est le genre de risque, quand on a 10 ou 15 secondes d'avance, j'ai un peu de mal à comprendre
Comme quoi il n'est pas parfait. Comme quoi voilà. il n'est pas parfait. Bon, c'est un magnifique pilote, 3 fois champion du monde, peut-être 4 fois cette année, mais il n'est pas parfait et il fait des erreurs encore. Et ouf, ça nous rassure parce que sinon, c'est vrai que ce rouleau compresseur Red Bull avec Newey et Vettel, bon, c'est le Dream Team. Et on a l'impression que ce 4e titre est quasi devenu inéluctable malgré qu'on est qu'au tiers de la saison. Oui, moi je suis pas sûr, enfin je m'accroche peut-être aux branches, mais je suis pas sûr de ça et je crois que Alonso a ses chances parce que voilà, la Ferrari est bien meilleure que les années précédentes et qu'Alonso a cette capacité de revenir. Quand on a vu la manière dont il gère cette course, les dépassements, voilà, il a couru pour la 2e place, hein, clairement, et on a vite compris que Vettel était parti. C'est vrai qu'Alonso est fantastique, surtout quand on le compare à Massa. Et voilà, on voit la différence entre vraiment un tout grand champion et un bon pilote, parce que Massa est un bon pilote, mais on s'étonne quand même d'entendre dans le paddock Dominique Ali dire que la place de Massa est probablement assurée pour 2014. On s'en étonne, hein, bon. Oui, enfin, il dit ça sans doute pour le rassurer à court terme, on verra bien. Weber, pareil, hein, par rapport à Vettel, bon, ben, il passe de nouveau à côté de son Grand Prix, avec sans doute un peu de malchance, un peu de ceci, un peu de cela, mais enfin bon, déjà en qualif, il prend la gifle. Voilà. En revanche, chez Mercedes, on a eu une intéressante passation de pouvoir, puisque c'est Hamilton qui a fait la meilleure perf du week-end. Alors on sait que c'est un circuit où Hamilton a toujours excellé. On avait un peu peur parce que c'était un circuit de freinage et que Hamilton prétend qu'il n'est pas encore tout à fait à l'aise avec la voiture sur les freins. Mais je trouve qu'il a magistralement géré cette course, et notamment la dégradation des pneus, alors que sur le début de saison, c'était plutôt Nico Rosberg qui était... Tout à fait, on le sentait, Lewis, vraiment détendu, on n'a pas vu de pression, et ce qu'on nous a dit, c'est que jusqu'à maintenant, il a peiné avec ses freins. Donc les freins, la conception des freins n'est pas la même que ce qu'il avait connu chez McLaren. Le toucher de la pédale, la pression. Et on sait très bien que cette agressivité au freinage, enfin ce feeling est super important pour faire des grandes perfs. Et bon, on a l'impression que Rosberg et lui vont alterner les top résultats. Cette fois-ci, c'était son tour. Selon les circuits, c'est vrai. Mais bon, la Mercedes qui flingue un peu ses pneus arrière, bon, alors est-ce que les tests avec Pirelli leur ont permis de progresser? Sans doute. Est-ce que ça va permettre à Mercedes de venir se mêler à la lutte pour le titre? C'est peut-être un peu trop leur demander. Ouais, c'est trop leur demander. Ils vont probablement gagner encore 1 ou 2 grands prix, c'est sûr. Et puis, c'est clair que cette polémique les perturbe. Hein. On voit ça, le management, personne n'est serein. Il y a ceux qui font semblant de ne rien savoir. Et puis ceux qui sont accablés. Et c'est vrai que ça perturbe une écurie. Bon, ils ont 2 top pilotes, ils vont faire des bons résultats, mais pour le championnat, il faut les oublier. Alors, autre écurie un peu dans le creux de la vague, c'est Lotus. Hein, on attendait Lotus au Canada, on pensait que c'était un circuit qui allait leur convenir comme l'an dernier. Ils ont bien marché aux essais, en tout cas aux essais libres, hein, Romain Grosjean en particulier. Et puis patatras, la qualif se passe pas bien, ni pour l'un ni pour l'autre. Hein. Romain éliminé en Q1, bon, avec sa pénalité, ça ne changeait pas grand-chose, mais quand même. Et Kimi qui qui se qualifie très loin et qui plombe sa course avant même le départ, quelque part. Oui, écoute, Lotus, ils ont beaucoup de mérite, de toute façon, d'être là où ils sont, mais c'est clair qu'ils n'ont pas les mêmes budgets, les mêmes ressources que Red Bull, que Ferrari. Bon, McLaren, ils sont tout à fait à la rue, mais ils ont aussi beaucoup plus de ressources. Et là, on commence à sentir que Lotus perd un peu de son rythme de début de saison, et Kimi fait ce qu'il peut, Romain est accablé, dit-il, et voilà le résultat. Cela dit, un peu de chaleur, même s'il faisait un peu plus chaud dimanche et qu'on n'a pas vu les Lotus, mais quand on part loin, on est un peu englué dans ce peloton, c'est pas facile. Moi, je pense qu'avec la chaleur, on espère la chaleur pour les grands prix à venir, Silverstone, Nürburgring, Budapest. J'espère retrouver la Lotus devant, parce que là, on sait que sur les pneus, c'est elle qui gère mieux la dégradation, ou en tout cas les hautes températures. Alors tu parles des moyens de Lotus un peu limités, etc. Alors que dire de Force India, par exemple, qui met les 2 voitures dans les points, et devant Kimi. Et là effectivement, bravo, parce que Force India, cette année, on se dit, tiens, Hülkenberg est parti, c'est qui sait des choses, ils vont être en perte de vitesse. Eh bien non. Il marche très très bien, et je trouve que c'est une écurie qui est vraiment très équilibrée, avec Di Resta qui marche super bien. Son 100e Grand Prix, il termine 7e. 100e Grand Prix de Force India. De Force India, et Sutil qui a aussi très très bien marché. C'est une écurie qui est équilibrée, qui marche bien, c'est un esprit commando, et ils savent où mettre leurs ressources. Même si Sutil, le coup du drapeau bleu, etc., il laisse partir sans doute quelques points précieux quand même,
pour une équipe comme ça. Voilà ce qu'on peut dire hein, de ce Grand Prix, ou les enseignements du Grand Prix au sens large. On va évidemment revenir sur la performance des Français dans notre débriefing des pilotes français. Et de Jean-Éric Vergne qui a été fabuleux, on ne va pas l'oublier évidemment. En particulier, et puis on fera une petite aparté avec Ziv qui va nous raconter son week-end à Montréal, mais vu de l'intérieur. Avec plaisir. Voilà.